En 1811, Napoléon domine l'Europe de la Méditerranée au fleuve Niémen. Pour s'opposer aux Anglais, il compte sur le soutien des Russes. Mais Alexandre reproche à Napoléon sa politique expansionniste. Et au mépris de leurs accords, Alexandre autorise l'accès de ses ports aux Anglais. Pour Napoléon, la Russie se comporte donc en ennemi de la France. Caulaincourt, son conseiller le plus proche, tente de le convaincre de ne pas se lancer dans une nouvelle campagne meurtrière. Mais Napoléon ne veut rien entendre. En juin 1812, la Grande Armée franchit le fleuve Niémen et pénètre en Russie. C'est une déclaration de guerre. L'objectif de Napoléon, une campagne éclair. Alexandre choisit d'éviter l'affrontement et de laisser la Grande Armée s'enfoncer dans ses terres. Le général Koutouzov est nommé à la tête des armées russes. Les Français progressent en direction de Moscou, sous des chaleurs accablantes. Mais les Russes se dérobent, pratiquent la politique de la terre brûlée. La maladie, les désertions déciment la Grande Armée. Malgré sa victoire à la bataille de Borodino, également appelée bataille de la Moskova, Napoléon ne réussit pas à anéantir l'ennemi. C'est dans une Moscou désertée que pénètre la Grande Armée. Une capitale que son gouverneur, le comte Rostopchine, a décidé d'incendier pour ne rien laisser aux Français. Planquez-vous! Les Russes sont prêts à tout pour détruire la Grande Armée. L'artillerie est en place, la cavalerie aussi. La Ribosière m'informe que les écuries sont en feu et menace de faire sauter l'arsenal. 400 caissons de poudre à canon, la moindre étincelle risque de tout emporter. Il n'y a plus un instant à perdre, il faut quitter le Kremlin. Je suis le premier souverain depuis plus de 2 siècles à avoir conquis cette forteresse. Il n'est pas question Il ne de... s'agit pas de fuir, mais de vous mettre à l'abri. L'incendie se propage. Impossible de prévoir où et quand il s'arrêtera. Mais Napoléon veut prouver au tsar sa détermination. Les sauvages. Brûler ainsi leur ville. Ce n'est pas de cette façon qu'on fait la guerre! Les dégâts de l'incendie de Moscou impressionnent. Plus de 60% des constructions en bois de la ville ont brûlé. Pendant 6 jours, les flammes attisées par le vent détruisent la bibliothèque de l'université, des palais, des théâtres, et réduisent en cendres les innombrables constructions en bois, habitations, entrepôts, boutiques, églises. Le gouverneur de Moscou, le comte Rostopchine, écrira à son épouse: « Lorsque tu recevras cette lettre, Moscou sera réduite en cendres. Pardonne-moi. » Rostopchine a été sans aucun doute le responsable de l'incendie de Moscou. Et il a lui-même ordonné à nombre de ses subordonnés de mettre le feu à divers endroits de la ville. L'idée de base était de priver son ennemi de toit et de confort, mais également bien lui montrer que cette guerre sera sans merci. L'incendie de Moscou a été une catastrophe pour Alexandre Ier. Plus tard, il dira que ça a été un événement pour lui fondamental. Il dira: l'incendie de Moscou a illuminé mon âme. C'est véritablement pour lui un traumatisme. Avec l'abandon de Moscou, Alexandre perd le soutien de sa population et commence à douter de ses généraux. Profondément abattu, il se confie à sa sœur préférée, la grande duchesse Catherine Pavlovna. Alexandre? Comment avez-vous pu laisser le corps prendre ce quartier à Moscou? Koutouzov m'a laissé croire que nos armées avaient triomphé à Borodino. Il m'a trompé. Vous n'êtes donc pas responsable, mon frère. Je ne voulais pas de Koutouzov. Je n'ai fait qu'accéder au désir général. On vous accuse d'avoir perdu l'honneur de payer et ruiner le peuple. Toutes les classes se réunissent à présent pour vous condamner. Je manque sûrement de talent. Cessez de douter de vous-même. Je suis mal entouré, mal servi, face à un adversaire infernal qui dispose de l'Europe entière. Avez-vous l'intention d'abandonner votre empire au scélérat? Ce monstre qui voulait m'épouser, à qui vous avez failli donner ma main.
Soyez sereine. Je refuserai toute négociation avec lui tant qu'un seul soldat français sera présent sur le sol impérial. Et si jamais ma dynastie doit cesser de régner, je me laisserai pousser la barbe. Et j'irai manger des pommes de terre au fin fond de la Sibérie. Потому что я очень люблю картошку. Progressivement, le tsar va en réalité attribuer l'incendie aux Français, de sorte de cimenter, bien entendu, la population. Mosковской губернии. Wrag roda человеческого. Наказание Господне за наши грехи. Дьявольское воплощение. Француз, злодей, занял Москву и поверг ее в кровь и огонь. Et donc cet incendie de Moscou a été un nouveau catalyseur de la résistance du peuple russe parce que, comment dire, qu'est-ce que c'était que ces envahisseurs qui prenaient la capitale historique de la Sainte-Russie et y mettaient le feu? Tant que Napoléon n'avait pas réussi à détruire l'armée russe, Alexandre se battrait. Et il n'y avait pour lui aucune raison de faire la paix, juste parce que Napoléon était arrivé avant lui à Moscou. Il savait que plus Napoléon resterait à Moscou, plus la position des Français deviendrait difficile. Des pluies torrentielles ont eu raison des incendies. Au cœur de cette cité décharnée, Napoléon se berce d'illusions. Le tsar va sûrement crier grâce et demander la paix. Ce n'est qu'une question de jours. Pas question de faiblir. Les incendiaires sont appréhendés par centaines, escortés vers l'échafaud. Forçats, bourgeois de la classe moyenne, policiers russes. La plupart clament leur innocence. Ordre est donné de tuer à la baïonnette ceux qui tentent de s'enfuir. Mémoire du sergent Bourgogne. Jusqu'à Moscou, j'avais toujours été d'un caractère assez gai et au-dessus de toutes les misères qui nous accablaient. Il me semblait que plus il y avait de danger et de peine, plus il devait y avoir de gloire et d'honneur. La plupart des témoignages, des récits des soldats qui sont arrivés à Moscou décrivent des scènes de pillage. Après l'incendie de Moscou, Napoléon a laissé faire. Il a laissé piller la ville et ces soldats amassent des objets hétéroclites, objets d'art, bijoux, tableaux. On va trouver la viande, on va trouver les légumes, on va trouver de la boisson. Et il y a beaucoup d'anecdotes qui montrent que les soldats qui ont pu pénétrer dans les caves des maisons bourgeoises avaient de l'alcool jusqu'aux genoux et évidemment sortaient de là en étant tout à fait inaptes à leur métier de soldat. 8e jour à Moscou et aucune nouvelle d'Alexandre. Napoléon a trouvé un moyen d'entrer en contact avec lui. Sire, le capitaine Yakovlev. Ah, capitaine. On m'a rapporté que votre famille est une des plus respectables de la ville, que vous avez essayé de vous enfuir, mais que vous n'en avez pas eu le temps. On vous a bien informé. En échange d'un laissez-passer pour vous-même, votre maîtresse et votre enfant, veuillez porter cette lettre à votre souverain. Je ne garantis pas qu'il accepte de vous lire. Faites de votre mieux. L'empereur espère pousser le tsar à une capitulation honorable. Alexandre, mon frère, j'aime la paix. Ce n'est pas avec plaisir que je me mets au bivouac. Ma femme et mon fils me manquent, et je ne souhaite pas votre malheur. Mais ceux qui vous servent ne poursuivent que des gloires personnelles. Je suis convaincu que si personne ne s'interpose entre nous, notre ancienne amitié reprendra bientôt ses droits, et tous nos malheurs finiront. Il croit que je subis l'influence de mon entourage. C'est moi et moi seul qui lui refuse la paix. Vous ignorez que j'ai donné l'ordre de n'entamer sous aucun prétexte de négociation avec Bonaparte. Votre Majesté, je ne suis qu'un intermédiaire. Уведите его в Петропавловскую крепость. Пусть ожидает там вынесения приговора за свою измену. C'est sous la contrainte que j'ai accepté. Pour Alexandre Ier, signer un traité de paix aurait été probablement un geste suicidaire. On l'aurait destitué du trône et remplacé. Et Alexandre Ier le comprenait très bien. Le tsar a été catégorique. Non seulement il ne veut pas négocier, il ne veut même pas qu'on engage des pourparlers
avec les émissaires français. Et puis surtout, Napoléon considère qu'ayant pris la capitale historique de la Russie, il est le vainqueur de la guerre et que donc maintenant il s'agit juste de se mettre d'accord pour la paix. Dans l'attente de la capitulation d'Alexandre, Napoléon gère depuis Moscou les affaires de la France. Il organise aussi la vie quotidienne des soldats pour les distraire, leur mettre du baume au cœur. Il fait ainsi rouvrir le théâtre français de Moscou, mais seules en profitent les troupes stationnées dans la ville. Moscou ayant été largement détruite par l'incendie, la plupart des soldats doivent bivouaquer dans les faubourgs. À l'extérieur des remparts, ils sont beaucoup plus exposés à l'ennemi. Ils subissent les attaques des partisans soutenus par des femmes en armes, des paysannes déterminées à épauler leurs pères, leurs époux, à venger leurs frères, leurs fils. Concernant les partisans, on peut dire une seule chose. C'étaient des brigades de l'armée composées de cosaques et de hussards. C'est la plus grande force qui ait jamais lutté contre les Français. Venant des steppes du Sud, les cosaques formaient des communautés d'hommes libres. Au fil des siècles, ils ont été intégrés dans les armées impériales russes. Ayant conservé une certaine autonomie, ils utilisent des tactiques inhabituelles, héritées des peuples des steppes. On compte sur eux pour harceler l'ennemi, attaquer ses flancs, son arrière-garde, ses lignes de communication, de jour comme de nuit. Des dizaines de milliers de Cosaques inspirent une véritable terreur à leurs adversaires, en agissant sur leur morale comme des apparitions diaboliques. Alexandre refuse toujours de me répondre. Quel stupide entêtement. Il s'en repentira. Je vous renvoie à Pétersbourg, Colincourt. Vous verrez l'empereur Alexandre et vous ferez la paix. Il vous connaît bien. Il refusera de me recevoir. Il sait que le temps travaille pour lui. L'hiver va arriver. Oh, arrêtez avec cet hiver. L'automne est ici plus doux qu'à Fontainebleau. Ne vous y fiez pas, sire. L'hiver arrivera, comme une bombe. Dans l'état où nous sommes... Continuez. Il faut rééquiper notre armée. Il nous faut des peaux de mouton, des gants, des bonnets, des bottes fourrées. Enfin, de quoi affronter l'hiver? Je vous écoute. Beaucoup de nos hommes ont déjà péri, entre le Niémen et la Moscova. Et croyez-moi, tout vous manque. Par exemple, on n'a pas préparé de fer à crampons pour les chevaux. Alors comment feront-ils avec l'artillerie, avec les malades, les blessés? La saison est encore belle, profitons-en. Quittons Moscou. Évacuer Moscou serait s'avouer vaincu. Je comprends vos scrupules, rencontrer Alexandre. Alors que la Russie est si dévastée. Dans ce cas, allez voir Koutousov. Mais il ne cédera rien non plus. Eh bien, j'enverrai l'Oriston et il aura l'honneur d'avoir fait la paix et d'avoir sauvé la couronne de votre ami, Alexandre. Vous pouvez disposer, Colincourt. De capitulation russe, il n'est plus question. En envoyant le marquis de l'Oriston négocier avec le général Koutouzov, Napoléon espère avant tout sauver la face et préserver son armée. Comme Colincourt avant lui, l'Oriston avait été ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg. L'empereur, mon maître, aurait voulu traiter Moscou, comme Vienne et Berlin. Mais en y mettant le feu, vos compatriotes ont détruit l'œuvre de plusieurs siècles. Милые дамы, через несколько минут я полностью ваш. Nous n'avons jamais fait la guerre de cette façon. Nos soldats ne sont pas des incendiaires. Malheureusement, le peuple est convaincu du contraire. Pour les Russes, cette guerre est aussi dévastatrice qu'une invasion tatare. Vous ne pouvez pas comparer Napoléon à Gengis Khan. Ah, vous avez raison. Gengis Khan n'a jamais eu l'infamie de transformer nos églises en écuries. Vos paysans font preuve d'une extrême cruauté envers leurs prisonniers. Ils les ébouillantent, les empalent vivants. Leur férocité est contraire aux règles de la guerre générale. Notre armée régulière se montre-t-elle aussi indigne? Non, mais... Hélas, je ne peux pas contrôler les moujiks. Il faudrait refaire toute leur éducation. Organisons au moins des échanges de prisonniers. L'empereur a le désir sincère de mettre fin à cette querelle entre deux nations si généreuses. Trouvons un compromis. Un compromis? Voulez-vous que je sois maudit par la postérité? Cette guerre ne peut pas se prolonger. Essayons de conclure un armistice. Oh! J'ai interdiction absolue de prononcer ce mot. Par 3 fois, Alexandre refusera d'entrer en négociation. Et de fait, ce sera payant, puisque de guerre lasse, Napoléon, le 19 octobre, sera contraint de sonner le départ. Napoléon n'est pas stupide. Il est capable de calculer les risques militaires.
Et il sait très bien ce qui se passera s'il reste à Moscou pendant l'hiver. Ses chevaux mourront tous, inexorablement. Et il pense aussi, ce qui est peut-être irréaliste, à ce qui pourrait se tramer à Paris si lui, l'empereur, est coupé de la capitale pendant 4 mois, coincé à l'autre bout de l'Europe. Dans sa dernière lettre du Kremlin, l'empereur annonce la retraite. Mais cette lettre révèle surtout un homme bouleversé. Il était arrivé à Moscou au plus fort de son pouvoir. Il en repart fragilisé. Le début d'un implacable déclin. Personne ne l'avait jamais vu s'exprimer avec tant d'émotion, même lorsqu'il évoquait son amour pour l'impératrice ou pour son fils. Moscou l'a mis à terre. La grande armée se prépare donc à quitter Moscou. Parmi nous se trouvait une jeune et jolie personne que l'on disait appartenir à une des premières familles de Moscou et qui fit la folie de s'attacher à un de nos officiers supérieurs. Elle fit la folie, plus grande encore, de le suivre dans la retraite. Le convoi fatal. Une caravane désordonnée de voitures de toute espèce, regorgeant des plus improbables butins. Bibliothèque entière de beaux livres, tableaux de maîtres roulés pour la commodité du transport. Malgré le pressentiment des misères qui leur sont réservées, chacun tient à rapporter sa part de trophées. Ainsi que plusieurs livres de sucre, du riz, un peu de biscuits, de la liqueur, en prévision des privations futures. Derrière les combattants, les civils de la grande armée, ambulanciers, ingénieurs, forgerons, boulangers, maréchaux ferrants, cantiniers avec femmes et enfants, et qui ont eux aussi tiré profit de l'occupation de Moscou. La présence de ces civils, mêlée à l'arrière-garde, va se révéler bientôt un terrible handicap. La stratégie de Kutuzov est dans un sens très simple. Il pense que le climat va l'aider à détruire l'armée française. Il sait que ces Cosaques, soutenus par des unités légères de cavalerie, vont forcer cette armée à rester sur les routes, rendre impossible le ravitaillement, ce qui les condamnera presque tous à la famine. Et ça, c'est probablement le coup de génie de Kutuzov, c'est de l'avoir obligé à reprendre la route de l'Allée. Et d'ailleurs, quelques jours après avoir quitté Moscou, les soldats traversent le champ de bataille de Borodino, où on n'a pas eu le temps de nettoyer. Les vestiges du champ de bataille de la Moskova. On se demande à quoi a servi cette victoire, écrit le sergent Bourgogne. Cette bataille déjà célèbre par le nombre de ses victimes. À perte de vue, dans une horrible puanteur, des jambes, des bras et des têtes sortaient de terre. Les pluies avaient mis les sépultures à découvert. Rien de plus triste que tous ces morts qui avaient à peine conservé une forme humaine. 52 jours après la bataille. Souvenir de Heinrich von Ross, médecin dans la Grande Armée. Partout où l'on campait, ou en chemin quand les blessés avaient besoin de descendre de voiture ou de refaire leurs pansements, ils étaient abandonnés par des cantiniers cruels, des femmes enrichies et arrogantes ou des frères d'armes sans pitié. J'en vis quelques-uns gémir sur la route et implorer du secours. Comme Armand de Caulaincourt l'avait hélas prédit, l'hiver s'installe sans crier gare début novembre. Les températures descendent sous les moins 20 degrés. Les chevaux, n'ayant pas été ferrés à glace, glissent au moindre mouvement et s'épuisent. Il faut alléger les voitures, les chariots, ce qui oblige la grande armée à se délester de son butin. Moscou n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. Je pense que la Grande Armée n'était pas préparée à l'hiver. Napoléon n'avait jamais prévu de mener une campagne aussi longue. Des études ont établi que la combinaison de 3 facteurs, l'épuisement, le stress et le froid, bouleverse le métabolisme des soldats, au point que même s'ils reçoivent l'équivalent de 500 calories par jour,
leur corps n'en absorbe qu'une fraction. Les tactiques de harcèlement des Russes, combinées aux conditions météo et au rationnement des vivres, accéléraient donc le processus de malnutrition, amplifiaient la famine et multipliaient le nombre de ceux qui périssaient de faim. Napoléon s'attendait à vaincre l'armée russe en 2 mois. C'était toute la logique de sa stratégie, mais il se laisse entraîner dans une campagne plus longue. Sur le terrain, les hommes sont frigorifiés. La faim au ventre. On dépaisse les chevaux abandonnés. On recueille leur sang. On le fait cuire pour s'en nourrir. Les Russes profitent de la débandade pour fondre sur leur proie. La grande armée se disloque. Pendant qu'à Paris, le trône vacille. Le 23 octobre, à Paris, dans la nuit, avec quelques hommes, le général Mallet se rend à la préfecture, s'empare du ministre de la police Savary et le conduit à la prison de la Force. Mallet et ses complices se rendent ensuite à l'état-major, place Vendôme, sans rencontrer la moindre résistance. Mallet a fait courir le bruit que l'empereur était mort sous les murs de Moscou. Il veut installer un gouvernement provisoire et mettre fin à la guerre. L'image de l'empereur s'est bien dégradée à Paris. Quand Napoléon prend connaissance de cette tentative de coup d'État, il n'a plus qu'une idée en tête. Il me faut rentrer à Paris au plus vite. Je ne peux pas laisser les esprits s'échauffer. Même si cette affaire n'a duré que quelques heures. Il y a toujours des sages pour reprendre l'entreprise des fous. Enfin, vous ne pouvez pas rentrer en France avant votre armée. C'est qu'ils étaient tout près d'aller faire sonner le tocsin à Saint-Roch pour annoncer ma mort. Et personne n'a pensé à désigner Marie-Louise comme régente. J'ai pourtant un fils, un successeur. Mais ils l'ont oublié, Colincourt. Ils ont oublié le roi de Rome. Pendant que Napoléon songe à rentrer, sur le terrain, l'hécatombe continue. À la mi-novembre, il ne reste que 42 000 hommes encore vaillants sur les 104 000 qui ont quitté Moscou. Les autres ont péri de faim, d'épuisement, de maladie, ont déserté, figurent parmi les traînards, sont tombés aux mains de détachements cosaques ou sont morts au combat. Smolensk n'est plus très loin. Napoléon espérait passer plus au sud, sur des terres riches qui n'avaient pas été touchées, donc là où il aurait trouvé de quoi s'approvisionner, mais il en sera empêché par l'armée russe qui précisément va le contraindre à reprendre cette fameuse route de Smolensk empruntée à l'allée. Tous espèrent trouver à Smolensk nourriture et fourrage pour les chevaux grâce aux ponctions réalisées sur les populations locales par les hommes restés sur place. Les survivants pensent que la fin du calvaire est proche. Alors, à Smolensk, Napoléon avait donné des ordres pour qu'il y ait des approvisionnements, pour que les hommes à l'arrivée trouvent de quoi se nourrir. Mais les troupes qu'il a laissées sur place ont commencé à entamer ces réserves, ce qui fait qu'elles seront déjà insuffisantes pour répondre à l'ensemble des besoins de cette nouvelle armée sur le retour. Immense déception. Affamée et terriblement affaiblie, la grande armée doit quitter Smolensk. Elle n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut, et les Cosaques profitent de sa faiblesse pour en attaquer les flancs. Ce harcèlement continuel force Napoléon à maintenir ses troupes rescapées sur une route déjà dévastée. Kutuzov, de son côté, avec 80 000 hommes, a entamé la course-poursuite et se rapproche dangereusement des arrières de Napoléon. Il est accompagné au nord par le général Wittgenstein. Avec 40 000 soldats, celui-ci s'apprête à forcer sur le centre de l'armée française, tandis que le général Tchitchakov termine le dispositif d'encerclement russe et place ses 27 000 hommes et 100 canons en aval de la rivière Bérésina. L'étau se resserre d'autant que Tchitchakov occupe une position clé. Il contrôle le seul et unique passage de la rivière Bérésina, le pont de Borisov. La grande armée s'épuise et se décime un peu plus tous les jours. Le vent est coupant comme un rasoir et pénètre jusqu'à la moelle. Le froid rend les membres aussi fragiles que l'albâtre. La glace soude les paupières, les doigts se collent à l'acier des armes. Les jointures des pieds et des mains cassent à la moindre torsion, mais sans aucune douleur. Pour s'emparer plus facilement des vêtements de ceux qui périssent, il ne faut pas attendre que les corps soient congelés. Plus d'un se trouve dépouillé avant d'avoir rendu son dernier soupir. Épuisé par cette marche inhumaine, je quittais les rangs et rejoignais quelques soldats. Il me restait une pomme de terre à manger.
Par un trait d'égoïsme que je ne me suis jamais pardonné, je ne voulais pas la partager avec mes amis qui mouraient de faim. Mais ce n'était plus que de la glace. Mes dents glissaient dessus sans pouvoir en détacher un morceau. Une envie terrible de dormir me prit, mais je savais que m'assoupir serait fatal. Je devais bouger, marcher, rester éveillé. Et je me remis en route. Le blizzard et la nuit ont désorienté Bourgogne. La neige a recouvert ses traces. Il marche ainsi jusqu'à l'aube, à la recherche de son régiment. Il ne sent plus ni ses membres, ni la vermine qui le ronge. Au petit matin, il découvre les restes d'un convoi. L'espoir de trouver des vivres, de quoi subsister encore quelques heures sur cette terre de malheur. Подожди. Не стреляй. Mémoire du sergent Bourgogne. Il faut avoir senti la rage de la faim pour comprendre. L'on mangerait le diable s'il était cuit. Может быть, в плен возьму? Его хоть накормят. La haine se mêlait à la compassion. Mais les soldats russes souffraient aussi de privation. Un prisonnier, c'était une bouche à nourrir. Il fallait faire des choix. Au fur et à mesure que les troupes progressent, elles laissent derrière elles des égarés, des attardés, des malades, etc. Et immédiatement, ces hommes sont faits prisonniers. Le sort des prisonniers variait selon les cas de figure. Ceux qui avaient la chance, entre guillemets, d'être remis à l'armée régulière étaient conduits sous escorte vers l'Est pour éviter qu'ils reviennent combattre. Et puis, il y a ceux qui vont connaître un sort encore plus terrible. On laissait les malheureux prisonniers dépouillés de tout aux mains des communautés villageoises qui souvent les mettaient à mort. Alexandre, choqué de ces révélations, fera tout pour interdire pareille pratique, promettant une récompense aux soldats et aux paysans qui confient les prisonniers à une autorité civile en vue de les placer sous garde sûre. Mais les exactions contre les prisonniers sont aussi le fait des Français. À Smolensk, 600 prisonniers russes jugés inaptes à la marche ont été exécutés. Alexandre s'impatiente. Il sait le dénouement proche. La Bérésina, l'occasion unique. Il donne à ses hommes l'ordre de capturer Napoléon. La Bérésina, c'est une bataille qui va marquer les esprits dans la campagne de Napoléon. C'est le nom d'une rivière, et d'une rivière qui fait obstacle à l'armée de Napoléon. Et Kutuzov a l'idée que la Bérésina sera l'obstacle qui lui permettra d'encercler Napoléon et de s'emparer de son armée. Donc l'armée qui arrive de Moscou s'approche de la Bérésina et espère franchir la rivière à un endroit qui s'appelle Borisov, où il y a un pont. Le maréchal Oudinot, sur ordre de Napoléon, fond avec hardiesse sur la ville de Borisov, dont il s'empare sans difficulté. Mais les Russes ont incendié le pont. C'est donc un pont en proie aux flammes qu'Oudinot découvre. Partiellement détruit, condamnant le seul accès qui permettait à la grande armée de franchir la Bérésina. Oudinot ordonne sans tarder des missions de reconnaissance afin de trouver un autre passage. Malgré la neige abondante, l'une de ces unités conduites par Corbineau va avoir de la chance.
Égarée sur l'autre rive, elle croise un paysan trempé jusqu'aux aisselles et en déduit la présence d'un passage à gué aux environs. Le paysan interrogé leur montre la voie, tout près du village de Studienka, à peine à 13 km au nord de Borisov. Mais Napoléon n'est pas seul à mesurer l'importance stratégique du pont de Borisov. Tchitchakov, avec 30 000 hommes et 100 canons, défend la rive gauche. Dans le même temps, avec 80 000 hommes, Kutuzov s'est lancé sur les arrières des forces napoléoniennes. Il a en outre demandé au général Wittgenstein de terminer la manœuvre d'encerclement avec 30 000 hommes. Mais Napoléon a prévu la parade. Oudinot. Alors, Oudinot et Mouton, vous allez discrètement faire avancer vos troupes vers Studienka. À la nuit tombée, vous y ferez construire 2 ponts. Un pour le passage de l'artillerie et des attelages, un autre pour l'infanterie et les cavaliers. Attendez, le Ruston. Au même moment, ici, en aval de Borisov, sous les yeux de l'ennemi, nous allons reconstruire le pont de Borisov. Mais contrairement à ce que croiront les Russes, nous n'allons pas nous en servir. Et pendant que Tchitchakov concentrera le gros de ses troupes ici, nos troupes franchiront le fleuve là, à Studienka. La situation apparemment désespérée de sa grande armée n'avait pas entamé la sérénité de l'empereur. Tout autre que lui eût été accablé. Mais Napoléon était plus grand que son malheur. L'espoir l'enivrait plus que le plus grand revers ne l'abattait. Napoléon va avoir l'idée géniale du leurre, qui va de fait fonctionner très bien, puisqu'il va ordonner, une fois Borisov repris par les Français, il va ordonner beaucoup de constructions ostentatoires à Borisov pour donner le sentiment, l'impression russe qu'il va passer par là. Et de nuit, dans la plus grande discrétion, feux éteints, il va commencer à ordonner le transfert de ses hommes dans le sillage des pontonniers des Blés chargés de construire les 2 fameux ponts à hauteur de la Studienka. Si l'armée de Napoléon ne parvient pas à franchir la Bérésina, il n'aura plus le choix. Il devra capituler. C'est le sort de la France qui se joue. Napoléon se rend à plusieurs reprises sur la rive observer les feux des bivouacs russes. Leur multiplicité et leur densité le rassurent. Son plan fonctionne. Les Russes pensent que le principal point de passage est à Borisov. Studienka n'est cependant qu'à 2 heures de marche pour une armée entraînée. Le risque d'être rattrapé et attaqué reste réel. Il faut protéger la rive droite de la Bérésina au niveau de Studienka. Napoléon ordonne aux 50 cavaliers du général Corbineau de traverser à la nage. Chaque monture transporte en plus un fantassin sur sa croupe. Avec des radeaux de fortune confectionnés en urgence, 400 soldats rejoignent les courageux cavaliers. Incessant balai d'aller-retour entre les rives. Parallèlement, les maigres forces russes du général Kornilov se font pilonner par 50 canons commandés directement par Napoléon. La rive droite est rapidement dégagée. Deux heures plus tard, on commence à installer les chevalets. Le général Eblé n'hésite pas à donner l'exemple et se jette le premier dans l'eau glaciale. À sa suite, les héroïques pontonniers, dévêtus, s'attellent à la tâche, ignorant les monstrueux glaçons de la rivière. Ces blocs de glace acérés comme des lames rendent pourtant leur tâche particulièrement dangereuse. Bientôt plongés dans l'eau jusqu'aux épaules, les pontonniers poursuivent l'installation des chevalets. Beaucoup y laissent la vie, abandonnés au courant. Ils sont aussitôt remplacés par d'autres braves. En fin de matinée, le pont de l'infanterie est achevé. À peine achevé, le premier pont est emprunté par les troupes d'Oudinot dès 13 heures. Pressées de renforcer la rive droite, elles traversent en hâte le pont qui oscille. À 4 heures de l'après-midi, le deuxième pont est achevé à droite du premier. Près de 10 000 soldats ont franchi la rivière et atteint la rive droite.
La nuit arrive. Il faut en profiter. Attelage et canon s'engagent. Le pont vibre et cède à 3 reprises sous le poids de la masse. Les pontonniers se rejettent à l'eau, dévoués. Il faut réparer ou remplacer les portions détruites. Le temps presse. Par moins 30, ils remettent le pont en état en moins de 3 heures. Napoléon et son état-major ne passeront sur la rive droite de la Bérésina que plus tard, continuant d'encourager la traversée des pelotons qui arrivent à flot continu. Depuis le matin, les ordres de Napoléon sont clairs. On ne laisse passer que les troupes en ordre et armées. Les autres, vivandiers, traînards, civils, sont rudement repoussés. Après plusieurs jours de marche solitaire, le sergent Bourgogne retrouve enfin des compagnons. Il se joint aux civils et aux traînards qui, depuis la veille, attendent pour franchir le pont. Comme l'écrira un témoin, eux qui étaient entrés en Russie pour lutter contre la barbarie et introduire la civilisation ne sont plus que des débris, des fantômes pathétiques. Dans la nuit du 27 novembre, chose étonnante, presque plus personne ne se présente pour passer le pont. La voie est libre. Mais Bourgogne, épuisé, fiévreux, s'endort, à côté d'un bon feu. Au petit matin, il est réveillé par des coups de canon. Il comprend alors que pour avoir une chance de survie, il lui faut impérativement franchir le pont. Mieux vaut mourir d'un coup de boulet que de froid ou de faim. À 7 heures du matin, absolument seul, il se lève, prend ses armes et sans rien dire à personne, avance vers le pont. Les membres gelés. Les os aussi fragiles que du verre rendent sa marche extrêmement difficile. J'ai vu les femmes supporter avec un courage admirable toutes ces peines. Il y en a même qui faisaient honte à certains hommes, qui ne savaient pas supporter l'adversité avec courage et résignation. C'est sur un pont totalement désert qu'il franchit la Bérésina. Lorsque je fus de l'autre côté du pont, j'aperçus sur ma droite une grande baraque en planches. C'était là où l'empereur avait couché et où il était encore. Bourgogne a atteint la rive droite et rejoint ses camarades. Mais il ne sait pas que 4 heures plus tard, le cauchemar va recommencer. Sur la même rive, le général Tchitchakov et 27 000 hommes foncent sur le corps d'armée d'Oudinot. Le combat qui s'engage est terrible. Oudinot doit à tout prix rester maître de la rive droite, lieu vital du débarquement. Au même instant, sur la rive gauche, le général Wittgenstein, à la tête de 40 000 soldats, attaque les 10 000 hommes du maréchal Victor, l'arrière-garde restée près de Studianka. L'armée napoléonienne est prise en tenaille. Rive gauche, c'est la panique. Au milieu des engagements et des canonnades, des milliers de traînards et de civils qui patientent depuis 2 jours se précipitent pêle-mêle sur les rampes d'accès au pont. Hommes, femmes et enfants terrorisés meurent victimes des boulets de canon, piétinés par les chevaux ou perdent de pied sur les ponts glissants. Témoignage du baron de Larrey, chirurgien de la Grande Armée. L'épouvante était dans tous les esprits. Le plus fort abattait le plus faible, qui était foulé aux pieds de la multitude. On n'entend de tous côtés que des cris lamentables. Quelques-uns parviennent à franchir le fleuve à la nage, d'autres ont le malheur de se noyer ou de se trouver embarrassés au milieu des glaçons. Jusqu'à 11 heures du soir, les engagements se poursuivent avec férocité au son des canons et des fusillades, sous une neige violente. À la fin d'une journée harassante, lourde de pertes, les armées russes ont été repoussées et les 2 rives de la Bérésina restent aux mains de Napoléon. À la Bérésina, Napoléon prend la décision du chef de guerre
la seule qu'il pouvait prendre. Il veut sauver son armée, il veut continuer la campagne militaire. Les traînards n'ont pas voulu passer les ponts pendant la nuit, les Russes arrivent. Eh bien, l'ordre de brûler les ponts est exécuté. Dans la nuit, le général Eblé reprend sa mission. Il exhorte les survivants de la rive gauche à traverser le dernier pont praticable. Eblé est un homme tout à fait remarquable, c'est-à-dire dévoué à sa cause, très très dévoué à l'empereur, mais en même temps c'est un homme profondément humain. Et lorsque Napoléon lui donne l'ordre d'incendier les ponts, il sait très bien ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'il y a des milliers de gens qui vont être livrés à la violence des Cosaques. L'ordre fatidique. Brûler les ponts. Le général Eblé, en voyant les Cosaques approcher, s'y résout. La mort dans l'âme. Dès les premières flammes, c'est la cohue pour traverser. Les traînards accourent de toutes parts. Une foule désordonnée, confuse et piétinante. 12 000 traînards ou civils et environ 3 000 combattants jouant des coudes pour survivre. Vue de la rive droite impuissante, la rive gauche n'est qu'un théâtre d'horreur et de souffrance. Sauf qui peut général, chez les malheureux pris entre deux feux, acculés par les Cosaques qui ne font pas de quartier. Pris au piège des ponts livrés aux flammes. Impossible d'avancer, impossible de reculer. Sous la ruée, le pont s'effondre. Hommes, femmes, enfants trépassent au milieu des flammes ou se noient dans l'eau glacée. Le bilan humanitaire sera catastrophique. Et la Bérésina, une occasion manquée pour Kutuzov. 7000 soldats et 2000 officiers de Napoléon, sa garde impériale, ses maréchaux, son état-major, ont réussi à échapper à 3 armées russes, très supérieures en nombre. Napoléon n'a perdu aucune bataille, mais il a perdu toute la campagne. Plus de 600 000 personnes ont cessé d'exister. Ils sont devenus prisonniers ou sont morts en Russie. C'est le résultat de la campagne. De fait, pour les Russes, la Bérésina, c'est un échec, puisque eux voulaient capturer Napoléon. La bataille de la Bérésina est à la fois un désastre et une victoire pour l'armée française. Sous bien des aspects, elle est devenue un moment d'intense fierté. Bien sûr, des milliers de Français sont morts à la Bérésina, mais l'essentiel de l'armée française a pu s'échapper. Et par l'essentiel, je veux dire ses généraux, ses officiers d'état-major, tous les cadres militaires indispensables. Napoléon était capable de lever une nouvelle et redoutable armée en 1813. En ce sens, ce fut une victoire. Le 5 décembre, au 48e jour de la retraite, Napoléon, qui ne supporte plus d'être sans nouvelles de sa capitale, prend la décision de rentrer à Paris. Il ordonne à Caulaincourt de l'accompagner. Après avoir traversé le duché de Varsovie, ils font étape en Allemagne. Incognito, espère-t-il. Dès que je serai à Paris, je saurai rassurer mon peuple et lui expliquer les raisons de nos batailles. Caulaincourt. Les événements vous ont donné raison, Caulaincourt, mais je n'ai pas mené cette campagne comme un Don Quichotte en quête d'aventure. Non. La seule différence entre moi et les autres souverains, c'est que les difficultés les arrêtent quand j'aime à les surmonter, surtout quand le but est grand, noble, digne de moi et de la nation. Sans les intempéries, les Russes auraient crié grâce. Tous nos désastres ont tenu à 8 jours. Nous sommes restés 8 jours de trop à Moscou. Mais rien n'est fini, nous nous relèverons. Ne croyez-vous pas que... Je sais ce que vous pensez de moi, Caulaincourt, mais je n'ai plus d'ambition. Je n'ai plus de mon âge, croyez-moi. J'aspire au repos. Mais je veux finir mon ouvrage. Übrigens. Ja? Wir sind jetzt schon 2 Stunden hier. Wo bleiben denn die Pferde? Pferde sind gleich gesattelt, mein Herr.
Ich kann doch kaum glauben, dass diese Post über kein Pferd verfügt. Und dass Meilenwein kein zu finden ist. Die Zeiten sind hart, mein Herr. Das ist Napoleons Schuld. Gerade heute Morgen haben uns Plünderer schon wieder 2 Reitpferde gestohlen. Convaincu que ce maître de poste les retarde à dessein, Caulaincourt redoute une embuscade. Ich weiß, dass du Pferde hast. Wo versteckst du sie? Ich sagte, ich habe keine. Wenn sie in ich hab 5 Minuten nicht gesattelt sind, dann schlitz ich dich auf. In Ordnung, kommt sofort. Trois jours plus tard, Napoléon fera son entrée aux Tuileries. Pendant que la Grande Armée n'en finit pas de battre en retraite, à travers des forêts enneigées, marécageuses et verglacées, toujours poursuivis et harcelés par les Cosaques et les troupes de Koutouzov. La population française ne doute pas de Napoléon après 1812. D'ailleurs, elle ne doutera pas de Napoléon jusqu'à la fin, jusqu'en 1814. Napoléon a joui d'une part d'une relative popularité, même d'une popularité certaine, mais surtout on a très confiance en lui. C'est quand même un homme qui vient de passer les 12 dernières années à remporter toutes les batailles qu'il a livrées. Et on se dit, bon, il y a eu un accident en Russie à cause de l'hiver, alors que ça n'est pas seulement à cause de l'hiver, et que l'empereur va tout réparer. La campagne de Russie marque pourtant le début du déclin pour le Premier Empire. 2 ans plus tard, ce sera la défaite contre les Anglais à Waterloo. Et la France retrouvera ses frontières d'avant 1790. C'est en revanche le début d'une nouvelle ère pour la Russie, qui s'invite au premier rang du concert des nations. Cette guerre patriotique aura permis à la Russie de se forger une identité nationale que célébreront écrivains et musiciens. Caulaincourt écrira « L'habitude du succès nous aura coûté bien cher en Russie. Nous n'avions jamais appris à battre en retraite. Dans cette longue débâcle, l'empereur fut tout aussi incertain, aussi indécis du premier au dernier jour. La fortune lui avait si souvent souri qu'il ne put jamais la croire tout à fait infidèle. » En comptant les survivants de la Bérésina et les effectifs stationnés en Lituanie, ils furent moins de 30 000 à repasser le Niémen. 30 000 sur un demi-million d'hommes, 6 mois plus tôt. Plus de 200 000 soldats de la Grande Armée sont morts au combat, de froid, de faim ou de maladie. Plus de 150 000 ont été faits prisonniers. Chez les Russes, les pertes s'établissent à 300 000 morts, dont la moitié au combat. Mémoire du sergent Bourgogne. La Bérésina n'était pas la fin de nos malheurs. J'avais été fait prisonnier, quelque temps après. Les Russes avaient décidé de nous transférer à l'est, vers la Sibérie. Mes compagnons d'infortune pensaient qu'il valait mieux être captif, mangeant des pommes de terre, que de mourir libre, de faim et de froid sur le grand chemin. Mais moi, je leur fis remarquer qu'ils seraient plus heureux de sortir de leurs griffes. Plusieurs milliers d'entre nous trépassèrent avant d'atteindre la Sibérie. Certains acceptèrent l'offre du tsar de prendre la nationalité russe et s'installèrent sur cette terre qu'on leur avait demandé de conquérir. Quant à moi, je réussis finalement à m'enfuir. Au printemps 1813, j'étais de retour en France.